Bonsoir, merci Amaury, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, qu'avons-nous retenu cette année ou qu'ai-je choisi de vous résumer ce soir en gynécologie? Les points forts dans le cancer de l'ovaire et dans des tumeurs dont on parle peu, qui sont les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Dans les tumeurs de l'ovaire, des résultats importants dans les rechutes platine sensibles, avec les résultats finaux en survie globale de 2 grands essais phase 3, dont il va être question maintenant, le Desktop 3 présenté par M. Dubois et l'essai de phase 3 Solo 2 présenté par le docteur Poveda. Et nous parlerons ensuite des tumeurs trophoblastiques gestationnelles avec les résultats de phase 2 Trophimune présentés par le professeur Yu de Lyon. Alors, on va rappeler rapidement la question de l'essai Desktop 3, qui était donc la place de la chirurgie en rechute platine sensible chez les patientes ciblées sur le score AGO. Score AGO qui est défini comme étant le meilleur outil prédictif de pouvoir obtenir une chirurgie avec un taux de résection complète important. Et donc, l'objet de la discussion, c'est bien sûr savoir si, en ajoutant cette chirurgie visant à la rémission complète, on pouvait avoir un bénéfice avec l'adjonction d'une chimiothérapie par la suite. L'objectif principal de cette étude était la survie globale. Et il y a déjà eu une présentation sur cette étude en 2017 sur l'analyse intermédiaire qui était prévue et qui a présenté des résultats d'intérêt pour la survie sans progression avec une différence significative. Et nous allons donc assister aux résultats en survie globale actuellement. Pour rappel, la chirurgie dans cette étude est une chirurgie carcinologique. Ce n'est pas juste je regarde et je vois, c'est une chirurgie, vous voyez la durée, elle est conséquente et elle permet d'obtenir dans 3/4 des cas, dans des équipes entraînées, un taux de résection complète macroscopique d'à peu près 3/4 des patients, chez 3/4 des patients, 74%, ce qui est une chirurgie conséquente. Alors voilà les résultats en survie globale, avec un bénéfice, avec d'état médian de bénéfice en survie globale de plus de 7 mois. Et on met en regard les données que l'on avait en survie sans progression qui montraient déjà ce bénéfice. Alors, de fait, si on regarde sur des sub-analyses en sous-groupe des éléments d'intérêt pour la suite, si on regarde les patients qui ont été opérés, sans surprise, je dirais, parce qu'on le sait déjà dans la prise en charge initiale, la chirurgie doit être complète, macroscopiquement complète. Donc, ça demande l'inventaire que l'on connaît dans cette pathologie pour s'assurer de cela. Et dans cette situation-là, quand la chirurgie est complète, vous voyez le delta de gain, il est énorme, puisqu'il est à près de 3 ans. Donc, si chirurgie il y a, elle a intérêt à être macroscopiquement complète. Et de l'autre côté, si on regarde la diapositive de droite, l'impact de la chirurgie complète chez les patientes qui vont par la suite avoir une chimiothérapie versus celles qui n'ont que la chimiothérapie, on voit que le delta est plus important qu'en population globale, avec un gain qui est de un peu moins de 16 mois. Et donc, là aussi, ça renforce l'idée que s'il y a une chirurgie, elle doit être macroscopiquement complète. Alors, ce sont des résultats qui sont quand même assez, je dirais, qui ont été présentés de façon convaincante et qui, à l'analyse, le sont, mais qui étaient mis en doute par d'autres études qui existent, qui n'étaient pas si claires. On peut dire que le score AGO contribue beaucoup à sélectionner les patientes qui peuvent bénéficier de cette chirurgie. Et vous avez vu quand même que pour à peu près 1/4 des patientes, on n'allait pas y arriver. Et c'est effectivement important de pouvoir se familiariser avec ce score et avec la réalisation d'une deuxième chirurgie complète, puisque c'est principalement chez ces patients-là qu'on va avoir un intérêt.
Et donc, il ne faut pas y aller juste pour voir, parce qu'on risque d'être délétère. Et si on n'arrive pas à mettre en route suffisamment tôt la chimiothérapie ou dans de mauvaises conséquences, on pourrait même être délétère. La recommandation de l'auteur est donc très claire, changement de pratique dès demain, en RCP dédié chez les services, dans le cadre des RCP compétentes pour ces chirurgies, d'implémenter dès demain l'impact de cette chirurgie en rechute platine sensible si on respecte les critères de l'étude Desktop 3, en n'en inventant pas de supplémentaires et on peut espérer améliorer la survie de nos patients. Deuxième étude en rechute platine sensible, l'étude Solo 2, dont vous connaissez déjà le design, je ne vais pas revenir dessus, puisque globalement, ça fait déjà l'objet d'un passage en pratique sur les données de l'objectif principal qui a déjà été publié de la survie sans progression et du gain de la maintenance par olaparib après la chimiothérapie à base de platine, mais ont été présentées là des données très attendues, principalement de survie globale. Donc, avec une médiane de recul plus importante maintenant pour ces résultats finaux que ce qui avait été présenté pour la survie sans progression, qui était à peu près de l'ordre d'un peu moins de 2 ans, avec un recul de plus de 5 ans dans les 2 bras, on voit effectivement le gain obtenu en survie globale qui est statistiquement significatif et données importantes. Un bénéfice en survie globale qui apparaît même si 38% des patients dans le groupe placebo ont eu l'administration d'un antiparp par la suite, dont on ignorait si cela n'aurait pas un impact sur les données de la survie globale. Eh bien, il faut bien voir qu'effectivement, là, ça plaide plutôt pour l'idée que si on doit donner un antiparp en maintenance, il faut le donner certainement précocement. Donc, ce sont des résultats qui sont intéressants. Et bien sûr, puisque le traitement par antiparp est efficace, eh bien, on a un retard à la mise en œuvre de la ligne suivante, ce qui est globalement logique. Alors après, me direz-vous, est-ce que la prolongation de ce traitement a été bien tolérée, puisque vous voyez quand même qu'il y a des patientes qui ont été traitées longtemps, et à ce titre-là, on voit que sous traitement, il y a des patientes sous olaparib et des patientes sous placebo. Donc la longue durée de vie n'est pas nécessairement que les patientes traitées, ce qui donne aussi des pistes de réflexion pour ce gain. Eh bien, en termes de tolérance, si on compare les données de cette tolérance tardive par rapport à ce qu'on connaissait au premier rapport de l'essai Solo 2, il y a eu un peu plus de toxicité de grade 3, voire plus, ce qui était attendu, mais globalement pas d'impact important sur cette prolongation en termes d'arrêt de dose, de réduction de dose ou d'arrêt définitif du traitement. Alors, si on doit conclure sur cette étude, en revanche, en termes de toxicité particulière d'intérêt aux antiparp, eh bien, avec la prolongation du traitement, on a une augmentation significative du taux de myélodysplasie et de leucémie aiguë myéloïde, avec, vous voyez, un taux qui s'est bien multiplié et bien sûr, comme je dirais, on s'y attendait un peu, une augmentation avec l'olaparib de 8% de ces syndromes. Et bien sûr, ces cas sont en cours d'analyse tant sur le plan des caractéristiques moléculaires de ces cassures qui surviennent dans le matériel des patientes et sur les traitements qui ont été réalisés. Alors, on conclura simplement que c'est le premier essai de phase 3 de maintenance en antiparp avec olaparib qui donne des gains en survie globale. Et ça, c'est hyper important parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un gain de cette ampleur dans le cancer de l'ovaire. Et plus de 12 mois, c'est tout de même une belle affaire. Eh bien, il faudra bien sûr s'attarder sur cette toxicité parce qu'on faudrait bien pouvoir l'éviter si on arrive à pouvoir la prévenir. Enfin, je voudrais finir avec un troisième essai qui est également très important parce qu'il concerne des tumeurs qui sont des tumeurs rares et qu'on a la chance d'avoir en France un réseau dédié à ces pathologies qui est piloté par les hôpitaux civils de Lyon. Et là, Benoît You nous a présenté les essais une partie des essais en cours et surtout les résultats dont on disposait pour
Les situations les plus simples, hein, qui sont les tumeurs à bas risque, qui sont le plus souvent traitées par du méthotrexate intramusculaire, qui en sont en fait des traitements assez mal connus des oncologues médicaux, parce qu'en fait, étant rares, étant des situations qui sont plutôt traitées en service de gynécologie, ils sont pas trop familiers. Et il va falloir se familiariser parce que les traitements changent. En cas d'échec à la monothérapie, eh bien, on peut avoir soit une monothérapie, soit une polychimiothérapie, tout dépend à ce moment-là de l'état des lieux. Et l'idée était qu'il y avait certainement une place, enfin, en tout cas, il y avait un rationnel sérieux pour l'immunothérapie dans ce type de pathologie. Et l'idée a été de tester l'apport de l'avelumab en situation de résistance à la monochimiothérapie dans la cohorte A et de résistance à la polychimiothérapie dans la cohorte B. Le principal objectif de ces deux cohortes était la normalisation des HCG classiques, avec des objectifs secondaires, et le schéma de traitement était simple, de l'avelumab, 10 mg kg toutes les 2 semaines, jusqu'à normalisation des HCG, une conso de 3 cycles et un monitorage dans ces pathologies essentiellement biologiques, un plan de Simon classique avec l'inclusion de 15 patients. Les caractéristiques, bon, simplement à titre, je dirais un petit peu anecdotique, hein, pour montrer quand même qu'en 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi, 15 patientes ont pu être recrutées dans un réseau particulièrement attentif à proposer des essais thérapeutiques aux patientes. Donc, ce n'est pas facile d'inclure dans des essais thérapeutiques pour une pathologie rare. Il y avait des maladies sérieuses, hein, avec des stades 3 atteintes pulmonaires, jusqu'à presque 50% des patientes, et pour le reste, un suivi médian de 30 mois. Quels sont les résultats fascinants, je dirais, à ce stade-là, avec une réponse biologique de plus de 50% pour un nombre de cycles médians à 9, hein, et une tolérance tout à fait acceptable, enfin tout à fait classique et type de ce que l'on voit dans d'autres pathologies. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir pour la pratique? Là aussi, hein, c'est dès demain, parce que ça veut dire que travailler tous les jours en partenariat avec des réseaux dédiés dans les tumeurs rares, c'est une véritable nécessité. Pour nous, on pourrait en discuter, mais pour nos patientes, c'est indiscutable. C'est le premier essai d'immunothérapie dans les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, et cet avelumab est efficace, et ça indépendamment du stade et du score FIGO établi. Donc ça laisse là aussi du grain à moudre pour comprendre les raisons de ces résultats, et aussi la raison des échecs, surtout. Le profil de tolérance est favorable, donc c'est très clairement dès demain la possibilité d'une alternative et d'une nouvelle option thérapeutique dans ces pathologies, et un nouvel essai est déjà en place pour remplacer ce qui existe déjà, qui est une phase 1-2 d'association méthotrexate et avelumab. Et on est tous autour de l'équipe de Lyon pour pouvoir avancer dans cette dynamique. Je vous remercie.